Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. En fait, chaque erreur, chaque non-conformité, chaque bêtise, pour moi, est une source de progrès. On apprend à marcher en marchant. On avait des 800 commandes jour à 1000 alors qu'on en faisait 30. Et je me souviens encore le chef qui, après avoir passé des heures à produire quelque chose, revoyait les colis arriver avec des gens qui lui disaient « on ne sait pas ce que c'est ». Et ça, j'ai dit « c'est pas possible en vrai ». Laisser une boutique de Marseille sans produit un week-end en pleine saison chocolat ou glace, c'est pas possible en fait. Être jusque boutiste dans notre excellence, mais jusqu'au dernier petit détail. Un restaurant, un étoilé, doit être l'étoilé du retail. L'étoilé du retail, ça, faut y aller. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Julia Trial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Bonjour Céline et bienvenue dans Au cœur de la supply chain. Merci de me recevoir à la manufacture Ducasse. Quand j'ai partagé avec mon entourage que j'allais venir faire un podcast chez Ducasse, j'ai eu que des géniales, trop bien. Comme quoi, c'est quand même une marque qui fait un peu rêver. Et je pense que la supply chain d'une telle marque intrigue pas mal. Céline, tu es donc directrice supply chain des manufactures Ducasse depuis 2019. Tu vas nous faire découvrir ce que c'est que la supply chain des manufactures Ducasse. Ensemble, on va revenir sur comment est-ce que tu as pu mettre en place cette supply chain étape par étape dans un monde finalement qui passe de la haute gastronomie, qui doit garder cet ADN tout en devenant un peu plus industriel qu'aujourd'hui pour pouvoir distribuer un peu partout en France et dans le monde. On va donc revenir sur ce que tu as mis en place pour le service client, l'évolution du réseau logistique transport et la mise en place de la planification. Avant ça, juste pour revenir sur ton parcours, donc tu as évolué dans le secteur de la restauration, de services, dans l'aérien, le collectif, la restauration à domicile, chez des acteurs, des activités traiteurs comme Cervère, Fauchon, Elior. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et ce qui fait la spécificité de ces secteurs food? Oui, alors moi j'ai une formation assez classique et comment j'ai pu découvrir par rapport la particularité de mon parcours dans la food et comment je suis arrivée à connaître tout le milieu de la supply chain, c'est qu'en fait j'ai une vision à 360 degrés un peu du monde de la food, RHF, restauration collective, traiteur et catering. Pas trop dans l'industrie pure et dure agroalimentaire où tout est déjà un peu régulé. Et quand je dis vision à 360 degrés, c'est que j'ai fait à chaque fois les métiers de production, qualité, coordination, logistique et direction de site. Donc du coup, dans chacun de ces métiers-là, traiteur avec la commande au dernier moment, l'organisation, le juste à temps, avec la partie plutôt transport, entrepôt, puisque j'ai travaillé longtemps aussi dans des entrepôts, plutôt la partie logistique aval. Et puis ensuite dans la partie aussi bien salée que sucrée, frais, surgelé. La food, en fait, c'est 360 degrés au niveau des métiers que j'ai pu pratiquer au niveau vraiment des cœurs de métier, 360 degrés au niveau des températures, 360 degrés au niveau des types de produits très, très différents. Et du coup, j'ai pu avoir, puisqu'en fait, je suis plus toute jeune maintenant non plus, et cette chance-là, depuis le début que je travaille, à peu près 35 ans, de pouvoir en fait voir le produit, ce qu'on appelle de la fourche à la fourchette. Alors, on parle de traçabilité, mais c'est vrai que en toutes ces années-là, on a en fait un produit était cultivé à un endroit, on l'amenait à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, pardon, on le fabriquait, on le retransformait, on le renvoyait maintenant au même endroit qu'on l'avait récupéré. Donc c'est cette spécificité-là que j'ai pu connaître autour de mes années par mes différents métiers. Vraiment ce 360 degrés métier qui impacte la supply.
ou ce qu'on appelle maintenant la supply, puisqu'on l'appelait pas du tout comme ça auparavant. Et puis, cette particularité de la food où c'est un produit instable, particulier en termes de température, qui aussi, fait le bonheur des clients, qui est dangereux en soi si on n'y fait pas attention. Donc, un produit pas si facile que ça à manier, mais en même temps, comme j'ai toujours travaillé plutôt dans le milieu où, en fait, c'était une consommation assez luxueuse, où ça faisait plaisir aux gens de le consommer et ça, c'est très plaisant. Voilà. Ouais. Si on revient, du coup, sur les manufactures Ducasse, donc vous réunissez plusieurs savoir-faire, le chocolat, travailler de la fève à la tablette, les glaces, les macarons, les biscuits, chacun avec, des matières différentes, des productions différentes, des rythmes différents. Tu parlais de températures différentes, et ces produits se retrouvent dans vos boutiques, en ligne et aussi dans, la galaxie des restaurants, Ducasse. L'ADN des manufactures, comme on l'a dit, c'est la haute gastronomie, ce qui veut dire que c'est le goût, le geste de l'artisan, le produit, l'ambition gustative qui sont au cœur et qui imposent leurs contraintes. Contrairement à ce qu'on peut voir dans le retail ou dans l'industrie, on va être plus sur, des, rotations, des volumes, des coûts, des marges et cetera. Là, vous avez pas tout à fait la même ADN. Tu travailles avec des artisans, avec des meilleurs ouvriers de France. Bref, avec des personnes qui ont mis le produit, au cœur Au et cœur c'est du métier, leur ouais. art. La supply chain, du coup, c'est je caricature un peu, du chinois pour eux. Ah, pas du tout, pas caricature pas du tout, oui, Ils c'est envoient, que la partie, émergée et visible que tout un chacun voit, qui sont, le colis et la livraison. Tout ce qui est appro, prévision, exécution, tout ça, ils le voient beaucoup moins. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'était que oui. la supply chain du casque quand tu es arrivée en 2019 et qu'est-ce que ça veut dire que de travailler avec des gens, pas au travers d'exemples pour qui la supply chain n'existe pas finalement? Quand je suis arrivée en 2019, donc en fait, il y avait que le chocolat à l'époque. Alors on avait créé un peu la partie café, mais elle était vraiment émergente. Elle était pas au cœur, en fait, du process. Donc la partie chocolat, c'était, 4 ou 5 boutiques et une manufacture de chocolat, sur Bastille, hein, qui existe encore, qui, loge, la principale manufacture du chocolat, enfin la première que Monsieur Ducasse a créée. Et son objectif, et c'est en ça où en fait, moi j'ai adoré ce produit, c'est la transformation de la fève à la tablette. En fait, c'est vraiment toute la différence entre un torréfacteur et ce qu'on appelle un fondeur de chocolat, et c'est ce qui pour moi fait l'excellence du produit. Donc, en fait, il y avait la production, les boutiques, donc 4-6 boutiques, je me souviens plus exactement. La préparation de commandes, hein, qui faisait à la fois le conditionnement et la préparation des colis pour les boutiques, et une personne administrative, c'est tout. Donc, au début, la supply, elle avait même pas le nom de supply, c'était une personne qui passait des commandes pour les matières premières, sous l'impulsion du chef, et qui, appelait les camions pour qu'ils viennent charger. Donc quand je suis arrivée là, j'ai pas du tout utilisé le mot supply, j'ai dit: comment je fais?» L'objectif de mon directeur à l'époque, c'était: «Bon, Céline, il faut rationaliser, les commandes, des boutiques, et qu'on puisse avoir des flux automatiques au moins pour, suivre les livraisons et mettre en place des caisses dans les différentes boutiques retail». Donc j'ai décidé de commencer par l'aval, de ce que je pouvais toucher, c'est-à-dire, tout ce qui était mise en place de la supply au niveau d'un ERP de vente. Donc de cibler les ventes, de mettre en place, l'administration des ventes, ce qu'on appelle la récupération des commandes, que ça soit les commandes e-commerce, que ça soit les commandes, boutiques, que ça soit les commandes, ce qu'on appelle du colis cadeau, puisqu'on fait quand même, pendant Pâques et pendant Noël, énormément de prestations pour des clients luxueux, type, Céline, Hermès, Givenchy, avec des dessins à marque, avec un art, développé jusqu'au boutiste pour ces clients-là. Et donc ça a été de rationaliser toute la partie aval en termes de maîtrise du flux, maîtrise des facturations, maîtrise de la démarche client, avec la création, d'un service client au tout début, de ma mise en place de la supply, qui était pour moi mettre le client au cœur de mon process, puisqu'en fait notre ADN, c'était que le client soit satisfait. Et c'est aussi mon ADN de par mon passif, où moi je suis très qualité produit et qualité client, où pour moi l'essentiel c'est qu'un client soit satisfait en coût, bien sûr, en produit évidemment, en qualité. Ça, c'était fondamental.
Et j'ai mis en place tout ce qui était préparation de commandes à ce niveau-là pour maîtriser complètement l'aval. Et j'ai inculqué un peu aussi tout ce qui était qualité. Alors pas qualité produit, évidemment, quand on parle de qualité, tout le monde savait, mais maîtrise en fait de la réglementation étiquetage, de la réglementation sanitaire, etc. Et on s'est développé après, depuis 2019 jusqu'à maintenant, on est passé de 6 à 7 manufactures à 48 manufactures avec Boutique, tu veux dire, boutiques, pardon. pardon. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que s'est fait la croissance. Donc dès 2019, on a commencé à être trop petit, à développer, à commencer à vouloir ouvrir, en moyenne 4 à 5 boutiques, donc on est arrivé à 10 boutiques et la manufacture de Bastille ne suffisait pas. Donc on a commencé à ouvrir, un site de préparation de commandes sur Nation où, du coup, partaient tous les colis et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers locaux de ce que j'ai appelé la supply chain avec un bureau administration des ventes, un bureau service client, quelqu'un qui s'occupait un peu de la logistique et une préparation de commandes avec des stocks qu'on a commencé à gérer à la main. Heu, est arrivé le covid qui a accéléré, un peu tout, dans la manufacture. L'accélération du e-commerce avec, du coup, comme toutes les boutiques étaient fermées, on a commencé à passer à une organisation en e-commerce où on avait des 800 commandes jour à 1000 alors qu'on en faisait 30. Donc, on a commencé à s'organiser différemment. Et après le covid, ce qui s'est passé, on est passé donc d'un site à 2 sites. On a commencé à scinder les équipes et c'est comme ça qu'un peu la conduite du changement est arrivée. On a commencé à renouveler les gens dans toutes les manufactures. On avait commencé à en avoir 2 pour avoir du personnel qualifié pour toutes les opérations. Mmh. On a eu aussi des fonds d'investissement qui ont commencé à croire en nous et à investir. Donc on a commencé à investir dans des boutiques à peu près 4 à 5 par an. Et de 2 sites, c'est-à-dire de la manufacture qui faisait la torréfaction, la production, d'un site de préparation qui était sur Grandchamp, on a été trop petits en production. On a ouvert un site à Argenteuil. Et donc, on torréfiait à Bastille, on produisait les bonbons à Argenteuil, on les faisait revenir à Nation. On a commencé à être trop petit puisqu'on a développé encore 5 à 10 boutiques. Et donc, on devait commencer à devenir trop petit en torréfaction. On a ouvert un autre site sur Nation en torréfaction. Et donc, on avait 2 sites de torréfaction, un site de production et un site de prépa. Ça, c'est pour l'univers chocolat. Et Monsieur Ducasse, n'aimant pas un seul défi, a décidé que pour sublimer ses boutiques, il voulait faire des glaces qui étaient différentes. Donc là aussi, on voulait se différencier en faisant des glaces cuisinées. D'où, avec un MOF, le développement des glaces, au sein d'Ala Ducasse, vendues sous la forme non pas de glace à l'italienne de soft cream, mais avec une présentation particulière qui sublime des goûts. 15 parfums différents à livrer dans toutes les boutiques que je vous ai énoncées. Et puis, on a développé sous la même gamme le biscuit, tout ça dans des manufactures déjà existantes, avec un biscuit très pauvre en sucre, avec une DLC très courte, donc avec une notion de DLC très, très courte qu'on n'avait pas l'habitude de gérer, à développer également. Et puis tout ça, c'est devenu trop petit, donc de 4 manufactures bien principalement isolées sur, l'Île-de-France, on a décidé d'ouvrir un labo à Rungis, où on a centralisé la production et la préparation de commandes. Donc ça nous fait maintenant 4 sites à gérer en maillage, avec une ouverture depuis l'année dernière de 15 nouvelles boutiques sur le national et donc, le déploiement de la supply qui, a dû se faire en parallèle. Avant qu'on revienne dans le détail justement de comment est-ce que, tu as mis en place ce service client pour commencer, toute cette évolution que tu viens d'expliquer concrètement d'un point de vue logistique, transport, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les enjeux de planification. Pour revenir sur l'ADN et sur, parce que on le voit régulièrement chez des clients plutôt petite taille qui ont, peut-être de plus fortes marges, bref, qui n'ont clairement pas mis, la supply au cœur parce que c'était pas leurs enjeux jusqu'alors, que, la supply reste méconnue. Néanmoins, il y a un vrai enjeu de pédagogie, et de faire savoir l'importance de la supply puisque, on sait, c'est, la colonne vertébrale de l'entreprise, donc tout le monde y est relié d'une certaine manière. Est-ce qu'au travers d'exemples ou peut-être d'anecdotes, tu peux nous expliquer, heu, des difficultés que tu as pu avoir puisqu'en fait, Mais vous compreniez pas trop? Surtout, je pense que dans une ADN qui vient de la restauration aussi, je fais simple, on fait le marché le matin, on produit dans la cuisine, on livre le client c'est ça. le midi ou le soir. Quand on parle de distribuer des chocolats, des macarons et autres dans,
des dizaines de boutiques, c'est plus la même chose. Non, dans des dizaines de boutiques ou à l'étranger, donc c'est plus du tout pareil. Et donc c'est tout à fait. En fait, le mot supply, je l'ai jamais utilisé au début, puisqu'en fait, moi, on me voyait comme quelqu'un qui commande des camions. Donc le mot supply, j'ai dit, j'ai commencé par l'aval parce que par les camions, c'est ce qui me paraissait le plus facile à faire. Et après, j'ai fait l'amont, la partie achat. Après, toutes les autres métiers de la supply, qui pouvaient être tout ce qui est prévision et prévision des besoins ou prévision des prévisions de stock qu'on avait besoin à un instant T pour livrer l'ensemble des boutiques. Ça a été très, très difficile et c'est encore très difficile à faire comprendre, cette notion de lead time entre chaque étape. C'est-à-dire que avant pour livrer une boutique, en fait, c'était on a besoin de ça, chef, vous nous le livrez demain. On mettait ça dans le camion. Maintenant, on a besoin de ça pour livrer 48 boutiques, c'est pas la même donne. Et il y a eu des nouveaux métiers qui se sont qui se sont greffés à la supply. Il y avait que moi et la prod. Après, il y avait eu moi, avec les différents acteurs de ma supply, c'est-à-dire l'administration des ventes. C'est quelqu'un qui prend les commandes. Ouais, mais pas que. Qui vérifie, qui boucle le camion, qui vérifie les stocks, qui a un lien avec le client. Déjà, ça limite un peu moins le boulot il récupère les commandes. On vérifie que tout est OK. Après, il y a effectivement la préparation de commande. Si une préparation de commande, elle est plus derrière la prod, il faut qu'elle ait le stock. Si elle n'a pas le stock, elle fait ses horaires. Donc, je dois caler dans ses horaires la disponibilité des produits. Donc oui, je peux pas faire tout directement. Cette notion d'instantanéité qu'on avait en restaurant, où il y a le coup de feu, j'ai besoin de ça, je me dépanne. Ce dépannage-là, à grande échelle, il coûte trop cher pour pouvoir le faire. Et donc, faut s'organiser en avance et se prévoir. Et ce mot de planification est un peu vu comme une contrainte, vraiment une contrainte, parce que en vrai, il faut prévoir, penser avec les autres. Donc, avec la supply, mais aussi qui va avoir l'ensemble des 80-20, j'appelle, d'une gamme, où en vrai, à partir d'un budget, on peut prévoir des stocks, anticiper. On va travailler avec des gens qui font des achats et qui ont besoin aussi de planifier avec leurs fournisseurs une mise en prod de packaging, des BAT avec des logos. On va devoir travailler avec du marketing. C'est un métier nouveau qui n'existait pas chez nous. Et donc oui, un marketing, quand ils font une offre, il faut qu'ils se disent, eux aussi connaissent pas la supply. Eux aussi connaissent pas la prod. La prod les connaît pas. La supply connaît un peu tous les métiers. En fait, la supply, ça a été un métier créé à partir des autres pour coordonner les autres. J'ai envie de dire qu'ils sont de facto obligés de connaître les contraintes des autres. Dans les autres métiers, la production, la marketing, le commerce, la logistique, on produit, on produit. Et donc ça a été cette découverte de travailler ensemble et de coordonner pour sortir quelque chose des lead time de chacun des services sur les 80-20, qui s'est accéléré avec les parties festives, puisqu'on est dans le retail, et le retail, ça bouge au rythme des saisons, ça a besoin d'être animé. Et on n'anime pas 150 boutiques comme 48 boutiques, comme à l'époque 5 boutiques. Et donc toute cette planification des festives nécessite une deuxième planification. Et ça fait beaucoup de planification pour les gens, alors qu'on n'utilisait pas ce mot-là. Je crois que c'était le plus compliqué. De faire comprendre que les métiers devaient se coordonner avec un lead time. Et la particularité que j'ai eue encore dernièrement quand on a parlé aux responsables boutiques, c'est qu'ils disent « Mais on comprend pas, la supply, ils disent toujours qu'ils peuvent pas livrer en A pour B. Quand on appelle la prod, ils disent « Mais on peut produire. » Oui, on peut produire. On peut pas forcément livrer à la date où tu as dit, et on n'a pas forcément tout le packaging pour ça. Et c'est encore ce discours-là qui est le plus compliqué. Se dire que c'est cette coordination qui doit être faite pour que les choses soient bien faites. Et on est obligé de passer ce cap-là à 48, c'est-à-dire on a pu... Et la difficulté, c'est de garder l'agilité et le one-shot d'un restaurant, l'agilité et la disponibilité des produits avec une cohérence de supply et avec une maîtrise des coûts. C'est ça qui est compliqué. Tout en gardant, je pense, aussi la créativité. Et c'est ça. On s'était vu au moment de Pâques où il y avait des nouveaux chocolats, des nouveaux formats il faut former les gens, etc. Il faut voilà. le packaging pour l'envoyer en e-commerce et qu'il arrive intact. Est-ce que tu aurais un conseil ou deux à donner à un directeur supply chain qui finalement est un peu dans la même situation que toi il y a quelques années pour l'aider à faire comprendre, à acculturer, à embarquer les autres métiers avec lui? Alors,
moi, en fait, j'avais pas les autres métiers avant, donc c'était plus simple après de les embarquer. Quand je suis venue là, en fait, je me suis dit: «Il faut absolument que je passe par la connaissance du process et du produit». Heu pour arriver à faire changer les gens, après ça dépend aussi de la structure et du contexte, mais il faut travailler avec les gens. En fait, il faut faire reconnaître sa légitimité en termes de maîtrise de son métier. Alors son métier, sans prendre forcément une casquette d'expert et avec des gens, qui ont l'habitude de choses factuelles et de beaux produits et de satisfaire leurs clients. En fait, il faut amener le process qu'on veut mettre en place qui va dans la même lignée et petit à petit processer, par les bouts que l'on peut avoir, et dès l'instant qu'il y a quelqu'un de nouveau, de l'embarquer dans la structuration qu'on a fait. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé les différentes arrivées dans le groupe de tous les services. Ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis dans le groupe et en vrai, je pense que ça a été ma force, c'est de, cette notion, en fait, pour moi, c'est important d'emmener, de faire une vague et d'emmener les gens vers cette, ce que j'appelle l'excellence opérationnelle. On est peut-être loin d'être excellent opérationnellement, mais c'est en tout cas vers cette même envie de satisfaire mes clients internes que sont mes boutiques et mes clients finaux et en même temps de processer, de rendre polyvalent mes équipes et de leur faire comprendre le produit. Avant tout, parce que pour moi, voilà, c'est un produit avant tout. Ce Ouais, sont des produits produits avant tout. clients, Produit sont client, OK. en fait, c'est mon ADN. Produit client people. C'est ce qui fait notre force. C'est ce que je crois dans les valeurs de Monsieur Ducasse, en tout cas. Mmh. Ouais, ça va alors que c'est une échelle, mais complètement différente. C'est hyper aligné avec ce que disait, dans le podcast, Sandrine Torrandel de L'Oréal qui disait en fait: «L'objectif il faut qu'on avance tous vers le même objectif et notre seul objectif commun, c'est le client» Ah oui, oui, et le fait d'arriver, en démontrant qu'on a le même objectif facilite aussi, je dirais que c'est ça qui m'a l'appropriation. facilité, Mmh. c'est, cette envie de satisfaire le client. Je pense que c'est comme ça que et cette envie de connaître les contraintes des autres services, peut-être au début en acceptant de faire des concessions sur mon propre métier. En tout cas, c'est comme ça que moi, je fais reconnaître ma légitimité auprès de professionnels. Heu, voilà et après en leur apportant des éléments que eux n'avaient pas forcément, puisqu'en fait, eux ne connaissaient pas forcément les contraintes financières aussi importantes que impacte la supply. En tout cas, c'est jusqu'aujourd'hui, c'est le message que je donne à mes équipes, ouais. OK. Maintenant, si on creuse un peu plus précisément ce que tu as fait sur le service client. Donc, tu disais que tu as commencé par, la mise en place du service client, Ouais. avec cette logique du client au Oui. cœur et commençons par essayer d'améliorer ce qui peut, heu, permettre d'améliorer la satisfaction client. Concrètement, tu as fait quoi? Tu t'y es pris comment? Alors concrètement, j'ai embauché quelqu'un, tout de suite, qui était une ancienne responsable boutique, qui avait qui répondait, à l'époque, à tout ce qui était Instagram, les avis des clients et cetera et qui était très sensible aux clients et donc je trouvais qu'une expérience d'une responsable boutique, qui répondait aux clients et qui voulait toujours satisfaire son client, c'était vraiment la personne ad hoc, même si elle savait pas du tout comment organiser un service, client. J'ai dit: «Bah non, banco, c'est cette personne-là que je veux». J'ai commencé, simplement à regarder, ce que les clients, les retours. En fait, je me suis focalisée sur les retours de livraison et sur, du coup, le pourquoi il y avait des retours, quelle était la problématique que rencontrait le client, quelles étaient les problématiques avec, l'ensemble des transporteurs et les messagers. Souvent, bah, c'est des messagers, hein, que ça soit, des messagers Chrono, FedEx, UPS, c'est la même chose. Pourquoi un client, excusez-moi, n'est pas bien livré? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de le livrer en frais en plein été parce que le chocolat fond? Pourquoi on peut pas livrer aux États-Unis à certaines périodes? Pourquoi? Et quand les colis revenaient, bah, comment, dédommager un client? Quelles étaient les démarches, à faire pour qu'il soit content? Comment on lui fait un bon d'achat? Et de beaucoup travailler avec le marketing digital pour ça. Donc je me et puis de suivre tout ce qui était réclamation, de vraiment performer là-dessus. Et l'anecdote la plus flagrante, qu'on a mis en place au niveau du e-commerce et au niveau du service client, c'est qu'on l'a déployé sur le premier Noël 2019 où, bah, j'ai moi-même fait tous les suivis chrono avec elle, en fait, habituellement, l'année d'avant, on avait lancé le e-commerce, était revenu, du service, des services e-commerce, je sais pas moi, il en revenait 30 à 40 colis par jour sur, 800 commandes avec une logistique reverse très importante et donc les colis arrivaient et
venaient et personne les gérait l'année d'avant. Et je me souviens encore le chef qui, après avoir passé des heures à produire quelque chose, revoyait les colis arriver avec des gens qui lui disaient: «Ben, on sait pas ce que c'est». Et ça, j'ai dit: «Bah, c'est pas possible en vrai. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir passé des heures à produire et ne pas savoir pourquoi ça revient et ne pas gérer à la fois la productivité qui avait été mise et le client qui a pas eu son produit. C'est pas possible». Et donc ça a été moi j'ai dit: «Je me fais, force de savoir pourquoi ça revient, comment ça repart, si ça peut repartir et qu'est-ce qu'on a perdu et comment le client doit être content». Et ça a été ma enfin, c'était drôle et pas drôle, hein, de Ouais. compter l'ensemble des retours, mais en même temps, c'était, la première des choses que j'ai mis en place. Comment je l'ai mis en place? Ben, j'ai été sur le terrain, on a regardé les étiquettes et un par un, on a suivi, on a mis tous les process en place avec ça. Et après, ben, ça a tout de suite marché. Et j'ai toujours mis ces retours clients comme une priorité dans mon organisation. Mmh. Et ça, je pense que ça a été apprécié parce que le travail avait une valeur et on faisait attention à ça, on les mettait pas bas, c'est pas grave. Si, c'est grave. Voilà. Et ça, c'était le pire, c'était ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces colis? Mais c'est géré, chef. Et le travail va aller jusqu'au bout. Pour moi, c'était très important. Ouais. Et par rapport, donc là, on l'a abordé sous l'angle de la reverse, hem, des commandes boutiques. Là-dessus, tu parlais tout à l'heure de l'ERP qui était en place, ou en tout cas qu'il fallait, développer. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour mieux gérer le flux aller, les commandes et Alors déjà, les boutiques commandent directement, on pouvait les réceptionner. De fil en aiguille, en préparation de commande, bah, au début, on prenait les commandes à la main, on les notait à la main, on les mettait dans une pochette et puis, quand les boutiques recevaient, ils recevaient. Bon. Après, on s'est dit: «Bon, on va peut-être quand même se digitaliser un peu». Donc j'ai dit: «Bon, allez, on va digitaliser». Donc j'ai fait faire les commandes, sur des tablettes qui arrivaient automatiquement dans les stocks des boutiques pour pouvoir, qu'ils réceptionnent et qu'on commence à faire des stocks, en théorie, dans les boutiques. Donc, quand on n'avait pas beaucoup de boutiques, ça marchait assez bien. Dès l'instant qu'on a développé des boutiques très rapidement, on a eu un problème de formation en boutique puisqu'il y a des dans le retail, il y a quand même pas mal de turnover. En préparation de commande, étonnamment, ça s'est bien passé et en 2022, sur l'activité e-commerce, on a réussi à passer, le 1er Noël en digitalisant tous les codes barres qui passaient. Du coup, là aussi encore, mon service client a pu suivre tout ce qui partait, tout ce qui arrivait, tout ce qui était expédié chez le client et du coup, là, la chaîne vraiment du e-commerce, elle était vraiment digitalisée jusqu'au bout. Pour la chaîne boutique, on a digitalisé l'ensemble des commandes qui partaient, très rapidement et pour tout ce qui était colis cadeaux ou export, ça a été aussi facile à digitaliser. La problématique qu'on a rencontrée et qu'on n'arrive pas à maîtriser au jour d'aujourd'hui, donc c'est la gestion des stocks quand on a des transferts entre toutes les manufactures que je vous ai dit. Là aussi, ben, on a l'habitude d'ouvrir un frigo, hein, dans un restaurant. Ben, là, on a l'habitude d'envoyer d'un site à l'autre. C'est la même maison. Vous voyez, on facture pas un client. C'est ça qui est compliqué en gestion de stock. Et en boutique, le fait de réceptionner automatiquement les commandes, ça leur permettait de gérer les entrées, de scanner les ventes, les sorties. Après, ce qui a été plus compliqué, c'est d'introduire les glaces, d'introduire les biscuits, d'introduire le café. Ça fait beaucoup de formation en même temps du développement et ça, on est perfectible. mmh. Voilà. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui le service client, des manufactures du Service CAS? client, on a 2 personnes, Mmh. et on sous-traite à une agence spécialisée en service client, sur la période festive parce que, ben, on double les appels, fois 10 dans une même période, et moi mon fer de lance, c'était vraiment de répondre aux clients tout de suite et bah, avec, 40 on a eu un développement des CRM, donc c'est-à-dire de certains logiciels spécifiques pour la relation, avec le client qui ont été développés au siège, qui aussi, essayent de récupérer tous les avis Google, Instagram, en plus de notre système de service client. Donc on a des systèmes spécifiques comme des Splio, comme des Weasel dans les boutiques où les responsables boutiques récupèrent l'avis client et nous, on a développé aussi un CRM en interne que pour le e-commerce et donc on a quelque chose en macro qui est en train de se développer au niveau de la structuration d'un service client global au groupe Ducasse. Mais ça, on a assez outillé, vraiment, on a vraiment beaucoup outillé l'aspect service client. Mmh. Au niveau de gestion de stock, on n'est pas encore bien outillé. On commence à processer les flux, et c'est l'objectif de 2027, c'est de gérer les stocks enfin. Voilà.
Tu as dit que pendant les périodes festives, donc vous avez, vos pics saisonniers, tu une partie Oui, des réponses aux clients, du service client. oui. C'est quoi pour toi les bonnes pratiques pour externaliser justement pendant une période donnée, ces Alors, réponses aux clients? concrètement, pour l'avoir mis en place cette année, ce qui était important pour moi, c'est de sélectionner, déjà des équipes externalisées. Alors en France, j'ai rien du tout contre l'externalisation externe, mais je pense que ça fait partie de l'ADN de Ducasse puisqu'on sélectionne les matières premières en France et je m'en donc pour moi, c'était important d'avoir, en fait, une équipe en France. Mmh. En sous-traitant. Donc déjà, j'ai choisi ce premier critère-là. Après, des sous-traitants qui avaient les mêmes niveaux de clients que nous en termes, en termes d'exigence. Donc là aussi, le fait qu'ils travaillent avec des marques identiques, c'était important pour qu'il y ait la notion du client qui soit pris en compte de la même façon. Et après, ce qui était important, c'est d'avoir toujours des gens fixes. Donc en vrai, j'ai préféré investir dans des gens fixes pendant une période donnée, même si peut-être, c'était pas lissé tous les jours de la semaine, pour déjà couvrir du lundi au samedi. Et puis, de les avoir formés à façon, c'est-à-dire formés par ma responsable service client en interne. Et ça, c'était non négociable pour moi. Et en fait, la particularité quand on travaille avec des prestations externes, c'est qu'eux ont un autre mode de rémunération sur prime que j'ai pas forcément moi. Et moi, j'ai dit: «Bah, en fait, moi, j'achète une qualité de service. En gros, s'ils doivent passer 5 minutes de plus avec un client, ils passeront 5 minutes, en fait». Mmh. Voilà, Ouais. ça, c'était, non négociable pour moi. Parce que, bah, encore une fois, c'est la prise en compte du client, voilà. Donc j'ai été contente, ça a très bien marché. C'est pas donné, mais j'ai envie de dire que c'est moins, dangereux que forcément enfin, c'est plus qualitatif, voilà. Oui, Parce que c'est un ça métier vous apporte la flexibilité dont vous et avez c'est un besoin. métier, le Mmh, service mmh, client, c'est un métier. oui. D'avoir quelqu'un en face qui est pas content, c'est pas simple, Non, oui. c'est pas simple. Mmh, si on passe à l'évolution du réseau, donc que tu nous as expliqué avec la multiplication, des manufactures, des, lieux de stockage, qui s'est fait au fur et à mesure du Ouais, temps, que vous avez développé l'offre, entre autres avec le surgelé pour les glaces, une croissance. Donc vous avez développé ce réseau production, stockage. J'ai reçu dans le podcast, les directeurs des opérations de Cabaya et 900 Care qui sont de l'hypercroissance. oui, oui, C'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, il y a quand même des points si, communs si, qui ressortent. La difficulté de se projeter sur des volumes, les révisions du réseau qui sont rythmées par les contrats à 2-3 ans, ça dépend c'est avec ça. les prestataires. Et puis le nécessaire arbitrage entre flexibilité et engagement. Donc je pense que tu as fait face à des difficultés similaires. Mmh, comment vous y êtes pris et comment vous avez géré ces étapes successives, ces déménagements successifs? Alors je veux dire, de façon un peu bizarre, je trouve que les déménagements, ça a été la chose la plus simple dans tout même si c'est compliqué, mais la chose la plus simple à faire. Parce qu'en fait, on a quand même des équipes assez engagées, et dès l'instant qu'il faut déménager pour, en fait, changer un site de production, en ouvrir un autre, comme ça nous a apporté toujours une bouffée d'oxygène, en vrai, c'était que du bonheur. Donc ça a été facile à faire dans les moments un peu plus creux de production, un peu plus creux de conditionnement ou un peu plus creux de prépa. Les services supports ont toujours fonctionné, même dans un bureau, sur une palette, sur une chaise, enfin bref, ça n'a pas été un souci et on a toujours rythmé de telle sorte à commencer par de la prod, après du conditionnement, après de la prépa et les services supports. Et les déménagements, j'ai envie de dire, c'est passé crème, Mmh. vraiment. Ce qui a été compliqué, c'est, ce qu'a connu Cabaya aussi, je me suis beaucoup retrouvée dans le podcast qu'il a fait, c'est cet aspect prévisionnel, en fait. Où en vrai, le mot prévisionnel, qu'est-ce que c'était en 2019? C'était le budget du contrôle de gestion que le chef avait dans sa poche. Et voilà comment c'était fait. Bah, je prévois, c'est moi-même qui décide et puis vous avez le chocolat en stock. Oui, d'accord. Mais, là, en fait, il y a 48 boutiques, ils veulent pas tous au même endroit, ils ont pas tous les mêmes stocks, ils ont pas tous le même besoin. On va envoyer à Munich une semaine avant, à Londres une autre semaine, faut étiqueter en allemand, étiqueter en anglais, on va envoyer à Taïwan, ça va avoir un lead time de bateau. Bref, chef, il faut prévoir. Et c'est cette fameuse prévision. Moi, j'ai eu la création d'un service, que j'ai appelé planification des besoins, parce que bon, c'était politiquement correct. Ce qu'on peut appeler un demande planeur, ce qu'on peut appeler un système de construction de SNOP, ce qu'on veut. Bref, j'ai pas utilisé ces mots-là du tout. J'ai dit simplement quelqu'un qui va prévoir la demande, voilà,
pour faire dire, OK, on a besoin de ça. On sait que chacune des opérations, compte tenu des 4 manufactures qu'on a, on produit un jour A, on le livre le lendemain, c'est-à-dire le jour B dans un autre site, il revient le jour C, ben, en gros, c'est 3 jours. Donc même si on a le produit, on peut pas le livrer avant 3 jours, plus le temps de livraison, si et seulement si il y a pas des grèves, il y a pas un problème de transport et cetera. Donc en gros, on a besoin d'un temps, d'un stock mini, d'un temps de latence minimum de 7 à 10 jours, incompressible. Et sur cette notion de cadence en prévisionnel qu'on a mis en place, ça a été nouveau. Et en vrai, là, le changement que j'ai impulsé, c'est un peu ça, c'est-à-dire il y avait un prévisionnel, OK, on partait du budget par mois, mais par mois, en fait, il faut déjà 10 à 15 jours pour l'avoir en stock vraiment. Et avant, il faut l'avoir fabriqué, donc ça, c'est assez juste à temps, en fait, c'est assez rapide parce que la production est très. Le chef est quelqu'un de très agile, très très bon en productivité, donc on a vraiment une bonne productivité, la production, une bonne réponse de l'outil de production. Mais avant, il faut torréfier. Donc on torréfie pas comme ça, on torréfie avec 1 à 2 semaines d'avance. Donc voilà, c'est un peu ce lead time de production qui a été nouveau, qui faisait, ben, en fait, j'ai tant de stock de couverture. Cette notion de couverture de stock pour tous les produits, ça a été très nouveau. C'est ce qui m'a sauvée. En se disant: «Bah, ouais, là, j'ai ça en stock, mais en fait, je suis pas bonne pour mes prochains mois». Cette notion-là, qui a permis de développer simplement l'année dernière le poste de demande planning, Mmh. de prévision des besoins et la gestion d'un stock, en disant: «Ben, à la main, je fais mon stock tous les jours». On fait encore nos stocks tous les jeudis de toutes les manufactures. On n'a pas encore informatisé là-dessus et se dire: «OK, par rapport aux prévisions de vente qui sont là, par rapport aux festifs qu'on a réussi à avoir et par rapport on arrive à se dire: "Je peux couvrir mon réseau pendant X jours". Ça, je suis capable de le maîtriser. J'ai mis, 1 an à construire j'ai mis 1 an toute seule à construire le fichier et à convaincre les différentes équipes et à faire les stocks au bon endroit au bon moment. Après, ce qui a été difficile, c'est de convaincre qu'il y avait besoin d'un poste à temps plein pour faire ça et suivre tous les stocks et pour pouvoir donner de la crédibilité à la prévision. Et maintenant, c'est bon. Ouais. Maintenant, mon objectif, c'est les stocks théoriques qui remontent automatiquement pour gagner du temps. Mmh. C'est intéressant, l'importance du wording et des mots Ah oui, utilisés parce que nous, on le voit, chez des clients, on arrive, on parle de SNOP, on nous regarde avec des grands yeux dans certaines organisations où les gens n'ont pas connu ce processus, ailleurs. Donc évidemment, après, ça se gère pour, expliquer, mettre en place et ça fonctionne. Néanmoins, la peur ou l'étonnement reste la première réaction. Hem Toi, directement, tu t'es dit, ah bah, «Je j'ai pas appelé comme bannis ça. tous ces mots», Non. et finalement, c'est un des facteurs clés de succès. J'aurais utilisé en fait, je serais on m'a toujours dit: «Céline, il faut que tu prennes tout de suite quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a déjà fait SNOP, PDP, nin». J'ai dit: «Mais arrêtez, en fait, s'ils arrivent comme ça dans le contexte, en fait, il va au clash, on va démotiver les gens». En fait, il faut savoir alors moi, j'ai eu la chance de jamais apprendre le SNOP à l'école puisque ça existait pas ces mots-là. Donc en fait, je l'ai découvert avec le temps. Hem, en fait, c'est simplement dire enfin, c'est simplement, c'est une bonne organisation pour appréhender l'avenir. Mais en vrai, si j'avais utilisé ces mots-là, jamais j'aurais réussi. En tout cas, pas dans notre structure. Parce que c'était pas concret. Alors que bon, prévision et budget, ça parle, les festifs, ça parle. Maintenant, on dit réunion de prévision des besoins, on l'a fait et voilà. Je sais que maintenant on essaye de faire un simulacre de SNOP qu'on n'appelle du tout pas comme ça. On lui donnera un nom. Je sais pas quoi, on va lui donner un nom, mais qui est très vulgarisé. En tout cas, qui est essentiel. Et cette importance-là, pour moi, c'est juste de comprendre que c'est essentiel, en fait. C'est ça la réussite clé. Mmh. Et que c'est ça qui fait dimensionner de la prod, de la prépa, un stockage en débord, et c'est tout. Et après, tous les effectifs, le système d'information, le matériel. J'avais un patron qui disait à un moment donné, en fait, il faut toujours avoir un triangle, ça me retient, un triangle d'or qui est les hommes, le système d'information, le matériel et puis, la vision de ce qu'on veut avoir à un avenir. Et c'est vrai. Mmh. Voilà. Donc voilà, maintenant donc je suis assez contente de ça, même si c'est un petit mot, en tout En tout cas, cas, c'est ce qui te permet
De se TP, ouais. d'avoir, et puis d'avoir les bons stocks ou en tout cas d'essayer, Oui, c'est jamais d'essayer, oui. facile et pour revenir à cet enjeu de réseau logistique qui a beaucoup changé et qui Oui, probablement va continuer à oui. changer, à le faire évoluer sur la base, de prévisions. Et prévision et du coup aussi, quelque chose que j'ai eu du mal à faire comprendre, c'était cette notion de rupture de stock. Donc ça, je pense que le chef aurait bondissait de 2000 chaises, parce que la rupture, c'est un indicateur important pour le client, et cette notion de connaître la rupture pour éviter de perdre du temps en prépa, d'éviter de perdre du temps en vente et cetera, ça a été aussi mon j'ai mis, 1 an et demi à ce que les équipes comprennent que fallait marquer sur un tableau blanc, tout bêtement, les ruptures pour communiquer à l'ensemble du réseau Mmh. des différents créneaux, e-commerce, B2B, boutique et cetera. Et en fait, ces gens se disaient: «C'est pas important de communiquer, ça va revenir». Ouais, mais quand on a un client en boutique en face, bah, on il a be le responsable boutique a besoin d'orienter son client vers une autre vente. Donc voilà, ça aussi, la rupture est orientée client, même si ça revient, c'est important d'avoir la bonne information. Ça, c'était pour moi essentiel aussi. C'est des trucs petits, qui sont pas si simples à faire changer les minds. Parce que dans un restaurant, quand il y a plus un produit, regardez, quand on vous dit: «Bah, tiens, il y a plus le poulet d'Auge», c'est plus simple de le savoir au début que de le choisir et qu'on se dit: «Ah, je vous ai oublié de vous le dire qu'il y a plus le poulet d'Auge». Mmh. Bah, voilà, c'est CQFD en vrai. Pourquoi ça serait différent à l'échelle de la retail? C'est pareil. Pour moi, ça, c'est important aussi. Ouais. Donc, gestion de stock, notion des ruptures pour anticiper déjà le besoin du client et prévoir que ça revienne en stock de façon raisonnable. Ouais. Voilà. Ça aussi, c'était des petites choses, mais C'est bon, c'est bon. c'est cranté. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, en plein mois de juin avec des hauts et des bas de température, sachant que vous faites de la glace, une réunion, entre guillemets «SNOP»? Compliqué, alors, c'est quoi le mois de juin, juillet? En chocolat, c'est on prépare Noël, bon, mais on livre beaucoup moins de chocolat et là, c'est saison de glace. Saison de macarons qu'on vient de développer, qu'on livre en surgelé également, puisqu'en fait, on a développé une gamme de grands froids, un peu spécifiques parce que Monsieur Ducasse veut faire des produits d'exception, qui sont dégustés différemment, hein, c'est son ADN comme je dis. Et livrer de la glace, avec, la canicule sur 45 boutiques avec, un réseau de transporteurs, différents selon les points de livraison, une chaîne du froid qui doit être maîtrisée aussi bien en cœur de plein Paris que via, des cross-docks sur toutes les plateformes de France ou à l'étranger. Aujourd'hui, c'est très perfectible chez nous. L'objectif qu'on a pour l'année prochaine aussi, c'est que d'avoir un entrepôt à nous, si, nos moyens nous le permettent, qui permettrait de concentrer notre stockage de surgelés et de pouvoir faire des départs optimisés, d'un seul lieu. Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de ruptures de charge entre, les différents points de collecte et ça ne nous aide pas. Et le maître mot, moi, c'est la sécurité alimentaire, la chaîne du froid et le fait qu'aussi, au-delà de la chaîne alimentaire, c'est que les produits peuvent recristalliser et encore une fois créer, un produit qui est non conforme gustativement. Puisque nos glaces sont en fait des glaces, gourmandes et qui sont, mis en présentation qui sont mis en présentation à -12, -13 degrés pour être vraiment au palais du client. Donc on peut pas faire n'importe quoi en amont, sinon on détruit la glace, en fait. Donc au jour d'aujourd'hui, ça va être ça mon été. Livrer la glace à bonne température, livrer les macarons à bonne température. Bon le chocolat, de facto, il est livré à bonne température, c'est du frais. Mais voilà, donc ça va être ça notre objectif, ouais, notre objectif primaire pour juillet. Une fois que ça sera ça, on recommencera Noël. Donc, en fait, On ne s'arrête jamais on s'arrête jamais. avec toute cette gamme. Hem, avec tous ces, tu as pas mal parlé des transporteurs, avec toute cette évolution du réseau, tous les flux intersites, la distribution, les évolutions de volume avec toute cette saisonnalité, sur les différentes gammes surgelées ou pas. Comment tu gères avec les transporteurs et quelles sont pour toi les bonnes pratiques justement pour toujours avoir, le bon camion au bon moment? Alors, depuis, alors moi, je crois beaucoup à la fidélité et au partenariat avec les transporteurs. Donc, et j'ai remarqué souvent, et en fait, ça me l'a confirmé avec mon expérience auparavant,
faut pas s'associer à des trop grosses maisons. Alors, on n'a pas le choix au niveau du national, malheureusement, mais au niveau de Paris, en tout cas, c'est là où a été notre croissance première au début. Un petit va bien avec un petit parce qu'il a les mêmes contraintes de croissance. Donc, de grandir ensemble permet en même temps d'avoir la même agilité. Et nous, on a besoin d'agilité vu on s'organise en marchant, en fait. On apprend à marcher en marchant. Donc, c'est tout à fait ça, hein. Un enfant, il tombe, eh ben, nous, on tombe. Et à un moment donné, on se relève jusqu'à temps qu'on marche comme il faut. Ben, c'est un peu ça. Donc en vrai, le succès, ça a été que j'ai toujours travaillé avec des gens à mon à notre échelle, qui avaient une vraie envie de construire et d'avancer ensemble, qui étaient un peu dans le réseau du luxe. Ça, c'est important aussi, hein. Voilà, donc je suis pas trop à prendre des distributeurs qui font, à la fois du supermarché et cetera. Il y a pas la même notion du produit pour avoir travaillé dedans, mais vraiment avec, c'est ça que j'ai appris. Après pour les grands transporteurs, ce qui est compliqué, c'est qu'on a un numéro parmi, tous les industriels et donc là, il y a beaucoup moins de façons d'avoir le résultat escompté. Ça, c'est compliqué. J'ai pas trouvé de solution ad hoc encore, à part de prendre des parts de marché plus importantes en confiant tout à un seul transporteur. Malheureusement, ben, vous avez plus grand-chose comme transporteur au niveau français, hein, il y a pas 50 000, qui fait du frais et du surgelé, donc ça, c'est compliqué. Je suis pas arrivée encore à avoir un contrat gagnant-gagnant. Je C'est suis la très difficulté de votre Ouais, taille, finalement. ouais, je suis très, contrat gagnant-gagnant. On a réussi à le faire avec des messagers pourtant qui sont internationaux, avec Chrono. On a réussi à avoir ce bon partenariat-là, parce que, ben, les développements en fresh et en freeze, en vrai, ça concerne beaucoup, des acteurs du retail. Donc, il y a un bon contrat gagnant-gagnant avec eux aussi. Avec des grands marchés, on essaye d'avoir ce partenariat-là qui serait la clé de ma réussite. C'est compliqué. OK. Et en grand export, là, j'ai dit: «Je sais pas faire». Donc là, j'ai dit à nos puisqu'en fait, on a développé des licences depuis cette année, on a ouvert 6 licences à l'étranger. Donc ça, c'est encore un autre métier. Et là, j'ai dit: «Bah non, il faut vraiment c'est des transporteurs dont c'est le métier d'importer, d'exporter, d'être commissionnaire en douane et cetera». Et là, nous, le bateau, l'avion avec des conteneurs, ça, C'est c'est un autre c'est métier. c'est encore un autre métier. Et voilà, donc en vrai, mon objectif, c'est d'avoir des partenariats avec vraiment cette notion d'agilité, de trouver une solution. Laisser une boutique de Marseille sans produit un week-end en pleine saison chocolat ou glace, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc je dois trouver une solution. Donc en fait, je dois toujours avoir un plan B. Et au jour d'aujourd'hui, je l'ai sur Paris. J'arrive à l'avoir maintenant sur province, mais pas encore parce que j'ai pas encore travaillé assez le marché des transporteurs sur province. Tout bêtement parce qu'il faudrait y être. Et ben, je suis là. Et c'est ça mon objectif, c'est qu'on arrive à trouver, voilà, cette agilité qu'on a réussi à avoir à Paris et après de vérifier que toujours on reste dans nos coûts. Et ouais, c'est Et l'enjeu de la résilience, c'est quand même, c'est le les coût. coûts, hein. Ouais, Et c'est là où peut-être un jour on va trouver le point, d'échoppe, on va dire, entre jusqu'où l'agilité doit aller pour respecter le coût. ouais. Ouais, bah, ça, c'est pas l'objet de cet épisode, mais la résilience, on en a déjà pas mal Voilà. parlé et c'est un vrai sujet, l'arbitrage entre cette résilience et le coût Et c'est ça, c'est de ça, la c'est ça. résilience. Super, bah, on a vécu toute l'histoire, Oui, finalement de la supply chain. Moi, ce que je retiens, c'est le client au cœur, oui, le produit, oui, et la traçabilité et garder, intact le produit jusqu'au bout, qui est un vrai sujet, sur un produit d'exception, comme le tien. Hem, Petit à petit, finalement, pas mal de pragmatisme, que ce soit dans le développement du oui, réseau et dans le sujet oui, planification, les 2 étant intimement liés. Sur ce sujet de planification, on en a beaucoup parlé dans différents épisodes du podcast. Les principaux, apprentissages qui ressortent, je pense, sont en corrélation avec ce que tu as dit. C'est finalement commencer simple et oui. tôt, pas attendre d'être parfait, d'avoir l'outil parfait, le C'est ça. périmètre parfait. Surtout pas attendre Mmh. l'outil, en fait, parce que l'outil, il viendra qu'une fois que la conduite du changement des équipes a été fait. Alors ça, beaucoup ont dit: «Bah, c'est l'outil qui va résoudre». Non, l'outil, Non. il résout rien. Mmh. Faut monter les équipes, apprendre
à faire découvrir les métiers de la supply. En fait, moi, ce qui était important pour moi, c'est de dire que, en fait, les métiers de la supply sont au service de tous les autres services, production, bien sûr, marketing, etc., mais que ça soit reconnu comme un élément accélérateur de notre croissance. Et ça, c'était très important et c'est pas si simple à faire comprendre que c'est important et c'est colonne vertébrale en vrai. Ouais, Voilà. la conduite du changement qui revient souvent et le ce que je trouve certes très simple, mais pas toujours fait et assez efficace, c'est l'usage des mots C'est ça. pour qu'ils soient explicites pour tous Oui. et qu'on sache où on met les pieds et s'appuyer sur la data fiable. Donc vous, à votre échelle, le stock, il est fiable, Heu, à l'image de restaurateurs qui gèrent du stock dans un c'est frigo. ça, c'est Mais en ça. tout cas, il y a un travail qui est fait dessus et se mettre en C'est capacité vraiment c'est vraiment d'avoir des l'objectif. arbitrages. C'est vraiment l'objectif et en fait, maintenant, je pense que les amorces, elles ont été faites un peu partout. Là, maintenant, ce qui est nécessaire, c'est au-delà de mon pragmatisme, il faut processer. Mmh. Ça, on est dans l'étape de processer et pour ça, il faut un peu stabiliser. C'est ce on a fait cette année puisqu'on a ouvert 4 boutiques, simplement 4 boutiques. Mais en vrai, il faut processer pour qu'en fait, ça ne reste pas simplement sur du pragmatisme. À un moment donné, le pragmatisme, on l'a fait. Mmh. Je pense qu'on a vulgarisé et là, maintenant, il y a tous les acteurs au bon endroit. Maintenant, il faut qu'ils travaillent ensemble et qu'ils se processent. C'est un mot un peu vulgaire, process, mais on est obligé de l'utiliser à un moment donné. Donc, on va être obligé de faire ça et ça va pas être simple. On sait qu'on doit le faire, mais vous savez, les gens, en fait, on aime bien aussi le pragmatisme flou, mais le process est important pour passer le step et avoir l'excellence de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça va être ça le plus grand levier. C'est pas simple, mais c'est un autre mot à faire comprendre. Mmh. Ouais. Voilà. Avoir Donc l'excellence en cuisine, en production et en supply chain. et voilà et en supply chain, c'est des process. C'est un mot vulgaire, mais voilà, il faut y aller. Bref, Voilà. de beaux défis à venir, Ouais et on pour est de les plus en années. plus regardé, hein, puisqu'on est un peu partout. Donc on est regardé en rupture, on est regardé en innovation, on est regardé en qualité produit de facto, mais on va être regardé en réglementation, on va regarder en propreté, hygiène. En fait, on doit être impeccable partout. Donc on doit, être jusque-boutiste dans notre excellence, mais jusqu'au dernier petit détail. Un restaurant, un étoilé, on doit être l'étoilé du retail. L'étoilé du retail, ça faut y aller et voilà, donc ça va passer par du process et ça va être notre défi. Le process, c'est Ouais, dur. ouais, étoilé du retail, j'adore l'expression. Oui, je trouve ça c'est pas mal. Je viens de le trouver, mais je suis assez fière là. Je pense que monsieur Ducasse aimerait ça. Pour finir, Céline, je te propose mes quelques questions systématiques de Oui, la fin. C'est quoi ton top professionnel, la chose que tu peux t'empêcher de regarder dans une manufacture, un entrepôt, le une boutique? rangement, les DLC, les équipes, le le mood du jour. Voilà, ce que je peux pas m'empêcher, c'est ne pas faire le tour de mes équipes, pas faire le tour des produits et de regarder les stocks. Je peux pas, c'est Mmh. pas possible. Je peux pas commencer une journée sans faire ça. J'ai l'impression de me reconnecter à l'atmosphère, de comprendre ce qui a marché ou pas. En vrai, ça me fait comprendre, la supply rien qu'en regardant les produits, les gens, les stocks, les départs, les le quai, le voilà. Mmh. Je peux pas m'empêcher. Un bon début de journée. Oui, C'est quoi, selon toi, l'indicateur qui est souvent négligé, mais sur lequel toi, tu portes une attention particulière? la non-conformité. Mmh. Oh, C'est c'est ton pas gra passé de ouais, qualiticienne. ouais, je crois que c'est mon passé de clinicienne qui ressort. C'est pas grave, c'est 1%. On m'a toujours appris que c'était la partie cachée de l'iceberg. En fait, chaque erreur, chaque non-conformité, chaque bêtise, pour moi, est une source de progrès et pour moi, je cultive ça. C'est-à-dire que si quelque chose s'est mal passé, creusons, parce que ça veut dire qu'on n'a pas été jusqu'au bout. Donc c'est ça que je peux pas m'empêcher. C'est-à-dire je ne supporte pas qu'on me laisse passer une non-conformité, même petite, parce que ça veut dire que derrière, on a loupé un maillon qui va nous tomber dans la figure le lendemain. C'est sûr, Ouais, c'est QFD, je suis ouais, sûre. Voilà. OK. Et enfin, quelle est la petite initiative que tu as mise en œuvre et qui pour autant a un impact significatif? Hem, un peu tout ce que j'ai commencé à faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça existait pas, j'ai commencé à le faire moi-même. Donc le rétro-planning de création des produits, ce que j'ai mis en place tout ce que j'ai commencé en 2019, service client, initiative qui a porté ses fruits. Rétro-planning, à un moment donné, il y avait toutes les créations de nouveaux produits.
Bah, on sort la nouvelle gamme pour Pâques. OK, bon, OK. Mais oui, mais en fait, va falloir faire des étiquettes, va falloir faire des étiquettes en boutique, et cetera. Donc c'est ça qu'on a commencé à faire un tableau Excel avec les différentes dates d'un rétroplanning de projet. Et puis, bah, ça a été, ma colonne vertébrale des 3 ou 4 premières années avant qu'il y ait un marketing produit qui arrive. Et après, bon, il n'existe pas bien encore et il est encore en construction maintenant, mais c'était la première innovation qu'on a mis, qui m'a permis, comme j'avais des doubles casquettes, triple casquettes, de faire à la fois l'administration des ventes, la qualité, de lier avec le retail, de dimensionner un peu mes besoins. Donc c'était une petite initiative, se faire un rétro-planning en Google Sheet. Mmh. Voilà. Ouais, ça fait partie de l'acculturation et Voilà. de l'explication. Bah, C'était des merci petites beaucoup. initiatives comme ça, mais c'était toutes simples en fait. Mmh. Bah, merci beaucoup, Céline, pour cet épisode, Avec plaisir. au cœur des manufactures, du Casse. Merci beaucoup et puis, bah, j'espère que ça profitera à toutes les petites, structures qui se développent rapidement. C'est faisable, avec Ouais. de l'énergie et de la bonne humeur, on va dire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.